Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour la suite de cette semaine. Une large page sera consacrée au Grand Prix de Monaco dont les essais libres ont débuté ce jeudi. Des essais que vous avez peut-être suivis sur notre antenne. À noter que le meilleur temps a été réalisé par Charles Leclerc devant son coéquipier Carlos Sainz. C'est une belle nouvelle pour les Ferrari. Suivi en troisième position par Lewis Hamilton. Nous verrons la suite, ce ne sont que des essais libres et parfois certains pilotes cachent leur jeu. Pour nous parler de ce Grand Prix de Monaco, nous recevrons le journaliste de la chaîne L'Équipe, un spécialiste F1, Eric Bilderman. Plusieurs reportages seront dédiés au retour du Grand Prix dans les rues de la Principauté. Nous suivrons les contrôles pour l'accès du public dans les tribunes, mais également la formation des commissaires de course, que ce soit pour éteindre un incendie ou par exemple extraire un pilote le plus rapidement possible dans des conditions de sécurité bien sûr. Mais avant cela, c'est tout frais. C'est une déchirure pour les supporters monégasques. En foot, Monaco s'est incliné 2-0 face au PSG hier au soir en finale de Coupe de France. C'est comme ça. Émilie Rousseau a suivi la rencontre avec des supporters. Reportage. Bienvenue à la maison pour cette finale, bonsoir. Supporter monégasque de longue date, David a fait le choix de suivre la finale de Coupe de France entre amis à la maison. L'ambiance est conviviale, même si l'enjeu est important. Il y a en effet un trophée à la clé, trophée que l'AS Monaco n'a plus soulevé depuis 1991. On est quand même confiant, on a gagné 2 fois cette saison contre Paris à l'aller comme au retour. On sait que Niko Kovac a peut-être une tactique préférentielle pour ce match et bon, que la SM gagne, on attend que ça forcément. Les supporters y croient donc. Il faut dire que l'AS Monaco a su tenir tête au Paris Saint-Germain en championnat. Mais au Stade de France, les joueurs de Niko Kovac commettent des erreurs et offrent aux Parisiens l'occasion d'ouvrir le score 1-0 à la pause. Kevin garde tout de même espoir. Un peu de frustration, c'est une erreur individuelle. On reste quand même optimiste. Et je pense qu'à la mi-temps, ils se sont fait un petit peu remonter les bretelles et on y croit. On est Monaco, Dagemounegou. Au retour des vestiaires, les Monégasques chercheront à trouver la faille pour égaliser. La transversale de Gelson Martins fera lever d'un seul homme les supporters du canapé. Mais il sera aussi vite déserté quand l'ancien rouge et blanc Kylian Mbappé scellera le sort de ce match. Défaite de l'AS Monaco dans cette finale de Coupe de France. Grosse pensée à Jean-Paul Chaude pour tout ce qu'il a fait. On pense fort à lui ce soir, malgré la défaite. Enfin, c'est une icône pour nous. Après, en face, c'était pas Riron, c'était pas Valladolid, c'était quand même le Paris Saint-Germain, comme disait Stéphane Guy. Donc oui, grosse déception, mais le plus important, c'est de se reconcentrer et d'être prêt pour dimanche soir, pour la place en Ligue des Champions face à Lens, et surtout face aux Lyonnais, passer devant les Lyonnais. Malgré le score, les supporters donnent toujours de la voix pour soutenir les Monégasques et ils en auront besoin pour conserver leur place sur le podium. Dagemounegou, il faut chercher Une finale de Coupe de France perdue, mais l'AS Monaco Football Club a encore un objectif en tête, le dernier jour de championnat avec l'Europe l'année prochaine dans le collimateur. Place à notre invité, le journaliste sportif de la chaîne L'Équipe, Eric Bilderman. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons sollicité pour parler du Grand Prix de F1. En revanche, j'aimerais quand même que l'on évoque cette Coupe de France et cette finale. Qu'est-ce qui s'est passé pour Monaco? Quelle est votre analyse? Je crois que l'analyse, elle tient malheureusement au premier but encaissé par l'AS Monaco. On ne peut pas à ce niveau-là faire un cadeau et quelque part se suicider comme l'a fait l'AS Monaco. On a vu derrière une équipe monégasque qui physiquement ne semblait pas capable de pouvoir prendre le dessus sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain derrière a géré le match, c'était terminé. Est-ce que d'après vous, cette défaite peut compromettre moralement et physiquement la dernière journée du championnat de France qui réserve un suspense incroyable cette année? Non, je crois qu'il faut vivre ça comme une parenthèse, une finale qui est mise un mercredi entre 2 journées de championnat capital. Quand on sait l'importance de la qualification en Ligue des Champions, je pense que psychologiquement, physiologiquement et émotionnellement, Monaco va réagir ce week-end. Ce week-end, donc ce dimanche, avec la dernière journée face à Lens, un match capital. On les entend d'un peu partout en Principauté en ce moment, les voitures de F1. Nous en sommes au 5e Grand Prix de la saison. Comment vous la trouvez justement cette saison 2021 ? Cette saison 2021, elle est passionnante parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, Red Bull, sur le papier, est au moins au niveau de Mercedes en termes de voitures.
En revanche, on voit la science du pilotage et la science de la gestion de course de l'écurie Mercedes qui finalement fait pencher 3 fois sur 4 l'avantage en faveur de Lewis Hamilton. Donc il faut que la Red Bull soit vraiment au-dessus de la Mercedes pour qu'on puisse assister à un championnat qui jusqu'au bout soit incertain. Alors vous le dites, on est d'accord en termes de suspense, c'est Mercedes Red Bull et puis après il y a le reste du monde en fait. En fait, il y a plusieurs divisions. Là, on vient de parler de la première division. Moi, j'aimerais parler de la deuxième division. Il y a un match pour le podium des écuries entre McLaren et Ferrari. Ferrari revient bien cette année. On voit que Carlos Sainz est au niveau de Charles Leclerc. Ça change de l'année dernière avec le quadruple champion du monde de Vettel qui avait démissionné. Oui. Donc il y a un championnat de la deuxième division quelque part de la Formule 1 qui est passionnant. Et derrière, il y a le championnat de la troisième division où on va retrouver AlphaTauri et on va retrouver des équipes comme Alpine qui se battent pour des accessites. Charles Leclerc nous disait justement à l'antenne qu'au vu des performances de sa voiture, il visait la 4e ou 5e place. C'est sa place légitime cette année ? Alors au niveau pilote, oui, puisque on peut considérer que les deux écuries qui dominent le plateau doivent faire 1, 2, 3, 4 au classement des pilotes. Maintenant on voit que Valtteri Bottas psychologiquement est assez mal parti cette année. On sent qu'il souffre de plus en plus de la comparaison avec Lewis Hamilton et il se sait menacé pour la saison prochaine. Et puis du côté de Pérez, on se rend compte qu'être deuxième pilote chez Red Bull, que vous soyez un jeune débutant comme Albon, un demi-débutant comme Gasly ou un pilote confirmé comme Pérez, c'est quasiment une tâche impossible. Donc il y a peut-être pour Charles Leclerc qui lui maximalise sa capacité à prendre des points, on a la possibilité effectivement de le voir peut-être en fin de saison réussir à être devant l'un de ces deux deuxièmes pilotes des écuries phares. Un mot sur la qualité de ce pilote justement, Charles Leclerc, pour vous ? Charles Leclerc, c'est à la fois la science de la course, c'est en même temps la fougue. Alors il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un surdoué un peu à l'image de Max Verstappen. Et comme Max Verstappen, sur ses premières années, il se laisse parfois emporter dans les séances de qualification, voire en course, par une volonté d'aller chercher le dixième de seconde ou des points supplémentaires. C'est à la fois, on va dire, ça petite limite, la petite restriction que l'on peut faire. En même temps, c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait qu'il a encore la capacité de mûrir et demain d'être un très très grand. Un mot sur l'indétrônable Hamilton. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il a la meilleure voiture, mais quand vous avez la meilleure voiture, ce n'est pas ce qui explique que vous êtes le meilleur pilote, c'est parce que vous êtes le meilleur pilote que vous obtenez la meilleure voiture. Et puis, il a cette capacité, que ça soit en qualification, que ça soit en course, d'être, je dirais, à la fois très calme, très scientifique dans son approche, très calculateur. On voit que sur ce début de saison, il évite d'aller au contact avec, sur les départs avec Max Verstappen. Il sait que sa science de la course, la gestion des pneus et la gestion de son équipe va lui permettre au bout de prendre le dessus. Le Grand Prix de Monaco, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque un rêve d'enfant. Je suis venu pendant une trentaine d'années en principauté pour suivre les aventures de l'AS Monaco puisque j'ai travaillé pendant 30 ans dans le football. Et puis je m'étais promis un jour de venir en touriste au Grand Prix de Monaco. Il y a 5 ans, on m'a proposé de suivre la Formule 1 et c'est devenu mon rendez-vous fétiche. Et puis surtout, j'ai pu pendant ces 30 années tisser des relations à Monaco dans l'univers du football et je dirais dans l'univers, on va dire, de la société civile monégasque. Et à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de venir en famille. Donc ce Grand Prix, je l'ai très vite apprivoisé et je me sens comme chez moi et ce Grand Prix, c'est juste un moment merveilleux. Dernière question, si vous aviez une anecdote, une histoire à raconter sur ce Grand Prix, sur l'ASM ou en dehors du sport sur Monaco, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Vous avez une anecdote là qui vous vient ? Vous savez, plus qu'une anecdote, c'est le moment où vous obtenez un rendez-vous avec Monseigneur pour une interview Formule 1 et que vous arrivez tout en bas du rocher avec votre Twingo ou votre Clio et qu'on vous salue, on vous dit vous montez, vous êtes attendu, que
vous avez les carabiniers qui vous permettent de vous garer juste à l'entrée du palais princier, que les portes s'ouvrent et que vous allez être reçu par son Altesse Sérénissime. Ce sont des moments magiques parce que tout petit, mes parents m'avaient emmené pour la relève de la garde. J'ai des images de films en Super 8 qui datent d'il y a une cinquantaine d'années. Et de voir que 50 ans après, je reçois le salut au garde à vous, voilà, c'est des rêves d'enfants qui se concrétisent. C'est un moment d'émotion. Eric Bilderman, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Restons dans le domaine de la F1. Ce jeudi, les premiers spectateurs se sont dirigés vers les tribunes avec la vente de 7500 places assises chaque jour, jeudi, samedi et dimanche. Émilie Rousseau est allée du côté des points de contrôle. Voici son reportage. Contrôle renforcé pour le premier jour du Grand Prix de Formule 1. La sécurité est maximale aux abords de la Principauté et plus l'on s'approche du circuit, plus les vérifications sont intensifiées. En cause, un protocole strict en raison de la situation sanitaire. En plus du billet d'entrée ou d'un justificatif de travail, un autre document obligatoire est demandé. Bonjour monsieur, vous avez le test PCR négatif? Un test PCR pour chaque personne extérieure à la Principauté. Ces dispositions sont majoritairement bien accueillies par le public. Dans l'ensemble, oui, à part quelques personnes, on a vu ce matin qui n'avaient pas de test PCR. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, on va dire 98%, voire 99% des personnes ont les documents nécessaires, ils sont en règle, quoi. Ils étaient nombreux ce matin aux différents accès pour suivre notamment les essais libres en Formule 1. Après une année sans Grand Prix, le public était impatient de retrouver les monoplaces dans les rues de Monaco. C'est une grande émotion, j'étais venu il y a 2 ans et là c'est un grand plaisir de revoir le Grand Prix. Voilà. Une grande joie de retrouver ce monde sportif en tout cas, revoir les pilotes et l'ambiance qu'il y a malgré tout, même cette année avec le Covid, du Grand Prix. J'ai jamais fait, donc je suis bien excité de voir ça la première fois, donc ouais, je préhente. Et puis, au détour d'un contrôle, on peut aussi faire de belles rencontres. Charles Leclerc n'a pas eu besoin, lui, de montrer patte blanche pour passer les contrôles de sécurité. Normal quand on roule à la maison. Vous avez pu suivre en direct sur notre antenne les essais libres du Grand Prix de Formule 1. Pas de casse importante à constater. Une belle performance de Charles Leclerc qui a réalisé le meilleur temps. Les commissaires de l'ACM et le corps des sapeurs-pompiers étaient prêts en bord de circuit en cas d'intervention. Émilie Rousseau a d'ailleurs assisté à l'un des derniers exercices d'entraînement. Vous voyez son reportage réalisé avec Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Le geste est précis, méticuleux, tant l'intervention est minutieuse. Mais rassurez-vous, ceci n'est qu'un exercice. Chaque année, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco répète ses gammes avant le Grand Prix, sous l'œil avisé de la FIA. Un dernier exercice avant d'être au bord du circuit de Formule 1, prêt à intervenir en cas d'accident. Je fournis donc deux groupes d'intervention, un qui est situé virage Noguès, donc avenue du Port, et l'autre qui est situé au Portier. Donc effectivement, on répète nos gammes régulièrement. Et l'intérêt de la Principauté, c'est que ces équipes sont des professionnels. Et donc ces techniques sont aussi utilisées dans le cadre du secours routier d'une manière classique en ville. Ici, les sapeurs-pompiers sont confrontés à une extraction d'un pilote blessé dans une Formule 2. Ils utilisent un boa pour l'immobiliser au maximum et ainsi éviter les lésions de la moelle épinière. On s'entraîne un mois avant avec un cockpit que la CM nous met à notre disposition. Et la veille de chaque Grand Prix, on est évalué par la FIA pour leur démontrer qu'on connaît bien les techniques et qu'on travaille de façon professionnelle, tout simplement. L'exercice est chronométré et chaque geste est scruté par le délégué médical de la FIA. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Très bien. Ces techniques, il n'y a pas une urgence absolue. Parce que s'il y avait une urgence absolue, par exemple l'accident de Grosjean qu'on a vu à Bahreïn, à ce moment-là, on n'a pas le temps de faire tout ça. On prend le pilote, je dirais, au plus vite et on l'enlève, on l'extrait. Mais les deux techniques que l'on teste sur chaque Grand Prix sont des techniques pour un pilote qui aurait par exemple une fracture de bassin, des fractures de jambes ou des fractures diverses. Voilà. Donc il n'y a pas une urgence momentanée, si vous voulez, à faire les soins. Si la Formule 2 est une voiture à moteur thermique, la manipulation est différente sur une Formule 1 qui, elle, est une monoplace hybride. Il faut donc savoir s'adapter aux conditions pour être prêt le jour J.
Un peu plus tôt dans la saison, mi-mars pour être précis, nous avions assisté à la formation des commissaires de course. Comment ça se déroule et quel est l'objectif de ce rendez-vous indispensable pour le bon fonctionnement du Grand Prix? Reportage de Christine Datomel. Cette formation va regrouper là, sur le site pendant 2 jours, sur 2 jours, à peu près 600 commissaires. Pourquoi 600 par rapport aux 675 exactement? Tous les gens qui sont sur site ont été testés, aussi bien les commissaires que l'encadrement. Pour la petite histoire, nous sommes quand même 103 membres de l'organisation à encadrer nos commissaires. Et tous sont testés. Quelles sont, selon vous, les qualités pour être un bon commissaire de course? Pour être un bon commissaire de piste, il faut d'abord être passionné par le sport automobile, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut être très respectueux des ordres, puisqu'il y a un chef de poste, on obéit au chef de poste, et uniquement à lui, et on doit être très concentré. En signalisation ou en intervention, les jeunes femmes, commissaires de piste, tout comme les hommes, participent à différents exercices. Visio, retournement, intervention, 10 ateliers au total sont répartis sur le site, dont l'atelier feu qui reste l'atelier le plus impressionnant, certains commissaires de piste effectuant leur premier baptême de feu. On a des gens qui arrivent, c'est leur premier Grand Prix, il y en a, ça fait 30 Grands Prix. Ce qu'on veut, c'est que ça se pérennise dans le temps et qu'ils reviennent en bon état. Parce que les véhicules, on est d'accord, c'est une course. Les consignes de ralentir, c'est bien, mais ces pilotes-là, quand on leur dit de ralentir, au lieu d'arriver à 300, ils arrivent peut-être à 150. Donc il ne faut absolument pas rigoler avec ça. Ce sont des commissaires de course, ce ne sont pas des pompiers. Vous les mettez dans des exercices où, par exemple, une voiture prend feu. Comment ils réagissent? L'appréhension, ce n'est pas la même, on est bien d'accord, mais il faut savoir que la force des commissaires, comme la force des pompiers, c'est le groupe. Donc on travaille main dans la main avec les commissaires de l'ACM et les pompiers sur place. Et ce qui fait qu'on a toujours un briefing en amont et journalier pour dire s'il arrive tel problème, on fonctionne de telle manière ou de telle autre. Quel est le plus difficile dans cet exercice? Cet exercice, c'est en fait maintenant avec le Covid, avec le masque surtout, parce qu'il y a beaucoup de buée, on ne voit pas les flammes. Est-ce que justement vous soutenez la relève, si on peut dire? Oui, bien sûr, on les aide. À chaque Grand Prix, on a souvent des nouveaux, 4-5 nouveaux à chaque fois, que ce soit au drapeau, en intervention ou au feu. Donc on leur donne quelques conseils, s'il y a une intervention à faire, parce que bon, dans le stage, on est quand même bien encadré. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose. D'où l'intérêt de ces formations de commissaires de course. Le travail des commissaires reconnu dans le monde entier. Et pour clore cette page Grand Prix, sachez que Charles Leclerc a décidé de célébrer la mémoire de Louis Chiron, pilote de renom entre les années, on va dire, 30 et 50. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, Louis Chiron, seul vainqueur monégasque du Grand Prix de Monaco. Il a été l'un des plus glorieux pilotes d'avant et d'après-guerre. Surnommé le vieux renard, il a su engranger une à une les victoires et ce, pendant un quart de siècle. Le nouveau casque bleu de Charles Leclerc rappelle donc la couleur de la Bugatti avec laquelle Louis Chiron avait remporté Monaco. La signature du pilote décédé en 1979 est soulignée par l'inscription Monaco Grand Prix 1931 winner. Espérons qu'il porte chance à notre pilote national. Dans l'affaire qui oppose Dimitri Ribolovlev à Yves Bouvier, le communiqué de Maître Temim et Maître Giacardi, avocat de Dimitri Ribolovlev. Il est stipulé qu'ils prennent acte de la décision de la Cour d'appel de Monaco, mais qu'ils forment un pourvoi devant la Cour de révision. Dans ce communiqué, il est rappelé que malgré les accusations de trafic d'influence et de corruption proférées par Yves Bouvier en 2017, Dimitri Ribolovlev reste présumé innocent. 4 nageurs de l'AS Monaco Natation sont à Budapest pour les championnats d'Europe avec des résultats très encourageants. C'est une première pour 2 d'entre eux. Théo Druhen et Ethan Falopa, les plus jeunes du tableau masculin, ainsi que Théo Chiabo et Emilien Puot ont disputé leur première course à la Duna Arena. Première entrée en piste lundi sur le 400 mètres nage libre. Théo Druhen, 15 ans, a raboté son meilleur temps sur la distance de plus de 3 secondes. Le lendemain, il a réalisé la même prouesse sur le 1500 mètres avec un nouveau record personnel et le 24e chrono des séries. À peine plus âgé, Ethan Falopa, 16 ans, lui aussi, a établi son meilleur temps sur le 100 mètres nage libre. Info pratique à présent, Vanessa.
Oui Fabien, les différents bureaux de poste de Monaco seront fermés ce lundi 24 mai en raison de la fête de la Pentecôte. En revanche, ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1, le départ du courrier sera anticipé. Et sachez que les boîtes aux lettres situées sur le circuit ne seront pas relevées. La série de conférences des rencontres philosophiques de Monaco annonce ses prochaines dates. Et c'est mercredi prochain avec une thématique basée sur l'enfant et le traumatisme. La conférence sera présentée par Raphaël Zaguri-Orly avec Catherine Chalier, philosophe, et Valérie Zenati, auteure et scénariste. Et jeudi prochain, spectacle et table ronde seront au programme. Humour et liberté d'expression présentés par Robert Maggiori. Une soirée récitale à l'hôtel Hermitage. Et un récital intitulé « L'invention de la modernité » de Stéphane Cassard avec la participation de la jeune pianiste monégasque Stella Almondo, âgée d'à peine 14 ans et qui possède déjà un palmarès impressionnant. Pour l'occasion, un dîner à 4 plats signé Yannick Aleno sera également proposé. La météo à présent, Vanessa, quel temps est prévu pour vendredi ? Eh bien, quelques passages nuageux sont à prévoir, mais la journée reste en partie ensoleillée. Il soufflera une légère brise pouvant atteindre 12 km/h. Les températures oscilleront de 14 à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 20h55 et nous fêterons les Constantins. Merci. C'est évidemment l'actualité de cette fin de semaine, le retour du Grand Prix de Monaco avec, et c'est plutôt une bonne nouvelle, Charles Leclerc qui a réalisé le meilleur temps devant son coéquipier Carlos Sainz, suivi de Lewis Hamilton. Les photos du jour sont évidemment consacrées à cette première journée des clichés pris par la crème de la crème et on a la chance de les avoir. Ce sont nos photographes Manuel Vitali et Michael Alési. Et ça me permet de vous rappeler que nous diffusons sur notre antenne l'intégralité de la F1 avec la 3e séance d'essais libres samedi à 11h55. Les qualifs samedi à partir de 14h55 et à la même heure, le Grand Prix dimanche. Tout cela en direct et commenté par Frédéric Hélion et Franck Phillips. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h. En attendant, portez-vous bien.